Nous sommes en train de changer d'époque manifestement, alors on en débat avec nos deux invités. Mathieu Hoc, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Membre du think tank Le Millénaire, classé à droite plutôt proche des Républicains. Nous sommes également avec Rodrigo Arenas, bonjour. Bonjour. Député LFI NFP de Paris. On est en train de changer d'époque, est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi ? Ça fait un moment qu'on a changé d'époque. Simplement, maintenant, on est devant une réalité plus que convaincante. Alors justement, quelle nouvelle réalité ? À qui faut-il faire face et sur qui peut-on compter précisément ? Est-ce que l'Europe et les États-Unis sont en train de s'éloigner l'un de l'autre ? Est-ce que l'Alliance Atlantique est en train de concrètement de se fissurer ? Non, il y a deux questions dans ce que vous dites, Jean-Marie. La première question, c'est effectivement est-ce que l'Occident est uni ? En réalité, l'Occident n'a jamais été uni depuis qu'on a, même malgré cette alliance atlantique, l'Occident n'est pas un bloc uni. De la même façon que lorsque les analystes parlent de Sud global, il n'y a pas de pays du Sud qui sont unis sur des intérêts stratégiques qui sont similaires. En géopolitique, c'est le deuxième point, c'est que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc à partir de ce moment-là, les pays de l'Union européenne n'ont pas tous les mêmes intérêts. On a évidemment des différences stratégiques entre les pays d'Europe de l'Est, la France, l'Allemagne ou même le Royaume-Uni à l'époque où ils étaient encore dans l'Union européenne. Et encore une fois, en tant que bloc, on a des divergences d'intérêts avec les États-Unis. La difficulté qu'on a maintenant avec les pays européens c'est qu'ils se sont trop désarmés sur un certain nombre de sujets, sur la politique industrielle, sur la politique de défense, sur la politique de sécurité et même sur les questions régaliennes d'un point de vue plus global, alors que les États-Unis ont toujours poursuivi la même ligne politique, que ce soit sous Barack Obama jusqu'à Donald Trump, c'est-à-dire enclencher un pivot stratégique, continuer de garder une Amérique forte et enclencher un pivot stratégique en se désengageant de l'Europe et du Moyen-Orient pour privilégier l'ennemi et l'adversaire numéro 1 qui est la Chine. Et à ce titre-là, l'Europe savait déjà depuis 15-20 ans que les États-Unis allaient l'abandonner sur le sort de son histoire. Et le problème, c'est que les dirigeants européens n'ont pas saisi cette opportunité depuis 20 ans pour pouvoir réarmer le continent. Sauf que pour le coup, on est presque à la veille d'un changement d'alliance, parce qu'il n'est pas exclu que Donald Trump aille à Moscou le 9 mai assister à la parade de l'armée russe, alors même qu'il coupe complètement l'aide à l'Ukraine en ce moment. La France insoumise a réagi d'ailleurs. Clairement, le parti qui domine votre groupe parlementaire, Rodrigo Arenas, a pas souvent été le plus pro-ukrainien de tous les partis qu'on retrouve à l'Assemblée nationale. Et là, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon s'est mis à aimer l'Ukraine et Volodymyr Zelensky le jour où il s'est fâché avec les Américains. C'est pas un scoop que d'une façon générale, les gauches ne sont pas atlantistes. Donc l'OTAN aujourd'hui a montré le visage qui est décrit depuis un certain temps, à savoir que les rapports qui régissaient les pays membres étaient un rapport de vassalité par rapport aux États-Unis et que le commandement intégré sous direction d'un général 5 étoiles nord-américain ne correspondait plus aux intérêts de l'Europe et certainement pas aux intérêts de la France. Donc il est assez normal et assez juste, non pas de s'aligner sur Zelensky, même si on doit reconnaître quand même que l'humiliation qu'il a subie met en question le besoin de souveraineté des États. C'est une réinflexion dans les rapports de force. Moi, en tant que Sud-Américain, j'ai un peu l'habitude de ce rapport entre les États vis-à-vis des États-Unis. Pro-américain, mais non, il ne s'agit pas d'être pro-américain. C'est qu'on a l'habitude de par le monde, et pas seulement en Amérique latine, d'une façon générale, d'avoir un rapport avec ce pays qui est un rapport de force violent. Que on sait très bien que la façon dont il gère son interventionnisme dans d'autres États déstabilise non pas seulement un pays mais à des continents tout entiers, et qu'aujourd'hui l'Europe en fait les frais. Donc il s'agit aujourd'hui d'être aux côtés de celles et ceux qui pensent que les intérêts des peuples existent, que les intérêts des nations sont là, et qu'il convient aujourd'hui de s'intéresser au conflit ukrainien non pas dans un va-t-en-guerre idiot en 140 caractères sur Twitter. Il s'agit simplement d'écouter notamment les états-majors, parce qu'il y a des choix stratégiques qui vont se poser à la France, et que je tiens à rappeler qu'en France nous avons une armée de métier, non pas une armée de conscrits, que donc elle est soumise au pouvoir civil, et que j'attends avec impatience que ce débat soit à l'Assemblée nationale éclairé par celles et ceux qui savent. Elle a toujours été soumise au pouvoir civil, l'armée, qu'elle soit de conscrits ou qu'elle soit de métier d'ailleurs. Alors vous avez une certaine autonomie des armées quand vous êtes dans une armée de conscrits, mais aujourd'hui la question qui se pose, c'est qu'elle est soumise au Parlement. Nous sommes dans un régime parlementariste, quoi qu'on en dise, donc j'attends les débats qui vont arriver certainement en commission défense le plus rapidement possible pour débriefer de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a une décision stratégique à mettre en œuvre, mais ça se fait à l'aune des choix qui se posent à nous. Je conclus juste sur dire que si l'Europe doit se munir d'une armée, on est en train de parler
de 300 000 hommes à déployer, on est en train de parler de 250 milliards d'euros par an à investir pour amorcer les choses. Et en tout cas, on n'a pas 300 000 hommes à déployer sur le terrain, ni en Ukraine, ni ailleurs. C'est pour ça que ça se réfléchit à l'échelle européenne. Même l'Europe réunie, les pays européens, les armées européennes n'ont pas du jour au lendemain la capacité à décider d'envoyer 300 000 hommes aujourd'hui. Les gens critiquent Donald Trump aujourd'hui à raison, parce que sur la forme, c'est catastrophique ce qu'il a fait. Mais la réalité, en fait, c'est qu'il décrit le réel. C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. L'Ukraine est en train de perdre la guerre. Et pour que l'Ukraine gagne la guerre, ce que nous voulons, il faut que l'Occident augmente massivement le soutien militaire à l'Ukraine. Or, la réalité, c'est que les Européens ne veulent pas payer pour l'Ukraine davantage. Et en tout cas, ils n'ont pas démontré. Il n'y a que le président de la République, Emmanuel Macron, qui a voulu faire ça. Et les Américains ne veulent plus non plus. Et donc, en fait, à partir du moment où ni les Américains ni les Européens veulent payer pour la défense de l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre. Qu'est-ce qui est sûr aujourd'hui? On ne sait pas ce qui sera annoncé au sommet de Londres qui réunit les pays européens qui doivent se rencontrer pour décider de la marge à suivre. Sur les pays, le problème des pays européens, encore une fois, c'est quelle est la ligne qu'ils veulent défendre. Et la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs points. Il y a à la fois d'abord le président de la République qui veut augmenter le soutien à l'Ukraine parce que lui veut prendre le sujet et veut rentrer dans l'histoire et donc veut en quelque sorte être le leader du monde européen. Pour vous, c'est de manière plutôt égoïste. Je pense, oui, pour le coup, pour Emmanuel Macron. Après, même à sa décharge, si on peut être juste, ça fait 7 ans qu'il nous parle d'autonomie stratégique européenne à construire dans le cas d'un éloignement des États-Unis d'Amérique. C'est ce qui se passe. Mais c'est la position qui est française. La position française historique est celle-ci. La difficulté, c'est que le président de la République s'est heurté à un mur depuis 2017 pour justement faire en sorte de faire émerger un mur notamment allemand. Et là, effectivement, le point qui est intéressant, c'est que l'Allemagne va peut-être changer de politique, puisqu'avec le nouveau chancelier Friedrich Merz, on est sur un chancelier qui n'est pas comme Olaf Scholz. Olaf Scholz, il faut rappeler quand même qu'il a investi 100 millions d'euros sur la défense supplémentaire pour l'Allemagne. 100 milliards, pardon, pour l'Allemagne. Or, Friedrich Merz veut peut-être renforcer le couple franco-allemand pour que l'Union européenne puisse se défendre face à l'Ukraine. C'est pas complètement ce qu'il a dit. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Et donc, peut-être qu'on peut avoir un nouveau tandem au niveau de l'Union européenne pour justement défendre davantage ce projet qui était le plan Fourchet à l'époque. Le futur chancelier allemand qui parlait pas de renforcer le couple franco-allemand dans sa campagne, mais plutôt de bâtir une Europe par cercle concentrique, l'Allemagne au milieu et la France à équidistance de la Pologne, par exemple. Parlons maintenant de ce que peut faire la France. La France dispose d'une capacité unique, clairement, c'est l'arme nucléaire. C'est le seul pays de l'Union européenne. Elle a une armée de soldats aussi, comme la Pologne. Non, tout à fait, mais c'est la seule à avoir par contre une arme nucléaire, une dissuasion nucléaire, surtout à 100% française. Est-ce qu'elle doit la partager? Est-ce que la France doit demain dire si on attaque les intérêts fondamentaux de mes alliés lituaniens, estoniens, en tout cas baltes par exemple, c'est comme si on attaquait la France et par conséquent la dissuasion nucléaire française sera engagée. Ce que vous êtes en train de demander, c'est une question très grave. Oui, bien sûr. Est-ce que la France doit être le parapluie nucléaire de l'Europe? C'est précisément le sujet dont on doit débattre à l'Assemblée nationale. C'est pas quelque chose qui se décide à l'Élysée tout seul. C'est quelque chose qui engage notre pays parce qu'un conflit, ça concerne tout le monde. Ça concerne les enfants des uns, les filles des autres, puisqu'aujourd'hui nous avons enfin une armée dans laquelle les femmes sont intégrées. Et heureusement, il y a 2 priorités, il me semble, aujourd'hui pour la France. Sans retirer ce que vous avez dit sur l'Allemagne, je pense que vous avez raison de dire que l'Allemagne doit se préparer à se passer du gaz russe ad vitam aeternam, entre guillemets, puisque c'est la grande dépendance qu'ils avaient pour leur économie d'une façon générale. Mais surtout, nous devons rassurer les pays baltes, vous en avez parlé, nous devons rassurer la Pologne, la Roumanie, en faisant en sorte qu'ils puissent enfin dormir un peu plus sereinement, parce que ça fait 3 ans qu'ils dorment mal, tous ces gens quand même. Donc peut-être envisager d'avoir un déploiement physique, peut-être sous l'égide de l'ONU, peut-être sous l'égide de l'Europe, ça se discute en tout cas, et avoir enfin une politique industrielle qui se passe de l'économie et des industries nord-américaines. Je tiens à rappeler quand même qu'aujourd'hui, il y a des PME notamment qui équipent le Rafale, les Charles Leclerc, qui sont très dépendants de l'économie américaine et qui sont en vente actuellement. Donc tout ça se réfléchit autrement et l'indépendance passe par là. Après, on est pas les plus mal lotis dans ce domaine. Prenons par exemple l'exemple de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire britannique est largement sous contrôle américain. Les missiles sont américains, leur entretien est américain. La France, pour le coup, fabrique ses M50. Quand vous avez la catapulte électromagnétique
porte-avions Charles de Gaulle qui est américain, je pense que nous avons un long chemin et d'ailleurs des grands projets de développement pour l'Europe dans ce sens-là. Je pense pas que... Moi, je suis évidemment pacifiste comme tout le monde, mais pour pas faire la paix, le mieux, c'est d'en discuter. En tout cas, moi, je suis pour ceux qui veulent faire la paix et non pas aller dans un va-t-en-guerre sans avoir vraiment tous les éléments pour en juger. Vous faisiez allusion à la catapulte qui permet de faire décoller les avions du Charles de Gaulle, pas encore électromagnétique, ce sera la prochaine, notamment si mes souvenirs sont bons dans le prochain Les porte-avions. entreprises pour l'équiper ne sont pas françaises. C'est ça coûtera 1 milliard, c'est entièrement américain, c'est une technologie américaine, on est les seuls à utiliser avec les Américains. Bon, voilà pour le tableau. Maintenant, pardon, mais si on parle de dissuasion nucléaire à l'échelle européenne, ça fait quand même 50 ans que la France paye seule. Désolé de faire du Trump, mais c'est vrai. Ça fait 50 ans que la France développe son programme nucléaire. Ça fait 50 ans que la France développe ses fusées, qu'elle est la seule à avoir et la seule à produire quasiment avec les Chinois, les Russes et les Américains. Les Allemands ne peuvent pas débarquer comme ça du jour au lendemain en disant on a besoin de votre aide finalement, puisque les Américains, on ne peut plus compter sur eux. Ça se paye ce genre de choses. Oui, mais ça ne le dérange pas de le faire avec d'autres pays. Nous avons pendant très longtemps intervenu par exemple sur l'Afrique en présence militaire justement parce que nous avons défini nos politiques d'alliance. Donc aujourd'hui la France, mais l'Europe doit choisir quels sont ses alliés. Vous êtes en train de demander la résurrection de la France-Afrique à l'échelle européenne. Vous êtes sûr que c'est vendeur? Non, vous savez que c'est pas ce que je suis en train de dire. Vous m'avez dit simplement, vous savez que je suis profondément opposé à ça. Voilà. La question c'est qu'aujourd'hui quand vous dites que la France doit avoir un parapluie nucléaire pour l'Europe, ça sous-entend qu'elle doit définir ses alliances. Elle doit définir avec qui elle travaille. De la même façon que l'armée a été un outil de définir comment est-ce qu'on travaille avec nos partenaires, eh bien ça se pose à l'échelle européenne. Donc, et encore une fois, ça se décide dans les parlements et pas entre 3-4 personnes et certainement pas sur Twitter encore une fois. Non, la dissuasion nucléaire, ça coûte à peu près un peu plus de 10 milliards d'euros par an à l'État français et aux armées françaises. C'est près de 20% du budget militaire français. C'était en tout cas à l'époque. Exactement. Donc oui, moi je pense qu'il faut être très clair sur ce sujet-là. Si les pays européens veulent profiter du parapluie nucléaire français, il faut qu'ils payent, tout simplement. À un moment donné, ce n'est pas normal aujourd'hui que la France assume toute seule des dépenses militaires de défense pour l'ensemble des pays européens. Donc il faut qu'ils achètent du matériel de l'industrie, du matériel industriel français. Mais je note juste quand même ce paradoxe parce qu'on a beaucoup critiqué Donald Trump. Là, les arguments qu'on est en train de développer sur ce plateau pour la France en disant si les Européens veulent la protection militaire américaine, il faut qu'ils payent. Mais Trump a dit la même chose. C'est les mêmes reproches qu'a formulé l'Allemagne. Moi, je suis totalement d'accord avec Donald Trump sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut effectivement, dès lors que si on donc défend il a raison de nous envoyer balader. Mais en fait, les États-Unis ont dit depuis des années aux Européens augmenter le budget militaire. Les États européens ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que les États européens se sont désarmés sur le plan de vue moral, mais surtout, c'est qu'ils se sont désarmés d'un point de vue militaire. On est passé d'un monde où les États européens dépensaient à peu près 15 à 20% des dépenses militaires mondiales étaient ceux des pays européens au sortir des années 90 parce qu'il y avait l'Union soviétique, à aujourd'hui un peu moins de 6%. Donc, comme partir on appelait ça les dividendes de la paix. On a effectivement voulu profiter des dividendes de la paix en considérant que le monde allait, sur la thèse de Francis Fukuyama, devenir en gros l'avènement des démocraties, le triomphe de la démocratie libérale. Or aujourd'hui, on n'est absolument pas sur cette logique-là, on est sur une logique de réarmement. Et donc, pour faire une logique de réarmement, il faut, et c'est là où on rejoint ce qu'a dit le président de la République, basculer en économie de guerre, donc augmenter la production industrielle, la production de militaires à nos fins de nos armées, le recrutement mais également militaire. De recrutement militaire, mais surtout même la production de l'appareil industriel et de l'outil industriel et de la BITD française, pour que justement on puisse à la fois aider l'Ukraine et aussi après alimenter nos partenaires. Jusqu'à quel point, en un mot, jusqu'à quel point quand même, parce qu'après tout, les Européens et les Américains aidaient massivement l'Ukraine pour l'empêcher de perdre la guerre. Il y a peu de chances qu'on soit en mesure d'empêcher, de permettre à l'Ukraine d'inverser le cours des armes. Non, mais par contre, ce que l'on peut voir, c'est que le problème, c'est qu'on a pris trop de retard. Le problème, c'est qu'on a pris trop de retard. Il aurait fallu faire ça il y a déjà 2 ans, mais le problème, c'est qu'on a écouté certains qui pensaient qu'on allait gagner des guerres en faisant des sanctions commerciales. Maintenant qu'on en est là, je pense que la difficulté du conflit ukrainien, c'est que c'est un conflit qui est défensif. Donc dès lors que vous adoptez une position qui est défensive, notamment l'Ukraine, c'est plus difficile pour la Russie de pouvoir l'emporter. De la même façon que la contre-offensive ukrainienne était difficile à réaliser parce qu'on est plutôt sur une guerre de 1914, un petit peu de position. Et donc, à partir de ce moment-là, il est peut-être possible qu'avec un seul soutien de l'Union européenne, l'Ukraine peut tenir un peu plus longtemps que prévu parce qu'on est sur une guerre plutôt de logique défensive où lorsque l'on défend, c'est plus simple de défendre que d'attaquer. Sauf si les Américains renouent avec la Russie, notamment sur le plan économique, et du coup amenuisent l'efficacité des sanctions qui pesaient sur le régime
moscovite. Un mot pour conclure, Rodrigo Arenas. Moi, je suis un peu en dissonance avec ce que vous venez de dire. Si l'Europe et la France doivent mettre en place des relations de vassalité en Europe, comme le fait les États-Unis actuellement, on va vers les mêmes relations. Donc je ne crois pas que ce scénario soit sur la table. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est l'Europe qui a fait le plus d'efforts avec l'Ukraine. Mais par contre, nous ne pouvons pas avoir la même attitude que Donald Trump avec l'Ukraine en disant nous avons investi chez vous, donc on veut aussi notre portion de terre rare. Oui. Donc la question qui se pose, c'est que si l'Ukraine devient un lieu de prédation par rapport à l'effort de guerre qui a été donné, ce n'est pas la bonne issue. Il faut aujourd'hui, quand vous parlez de parapluie nucléaire, avoir certes une spécificité française, mais après tout, c'est quelque chose qui va jouer à plusieurs et chacun contribue à la paix. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il convient de réunir les parlements pour échanger et discuter, parce qu'une économie de guerre, ça ne se décrète pas. C'est un investissement massif sur un continent tout entier et qui redéfinit clairement la position géopolitique et géostratégique de la France. On parle beaucoup des États-Unis, il y a aussi la Russie et il y a aussi la Chine, qui est un grand acteur, notamment sur la zone Pacifique, qui est une zone de conflit potentiel. On en reparlera en tout cas. Merci beaucoup Rodrigo Arenas, député insoumis de Paris. Merci à vous Mathieu Hoc, membre du think tank Le Millénaire, classé à droite.